Alors, je me présente, donc Jean-Louis Andral. Il est noté que je suis directeur des musées d'Antibes, c'est pas faux, mais je suis aussi conservateur du musée Picasso d'Antibes, qui est, vous le savez, l'autre musée Picasso français, qui a un contexte très différent évidemment de celui de Paris. La première différence essentielle, c'est qu'il a été créé du vivant de Picasso, que Picasso l'a donc connu, que Picasso l'a fréquenté, que Picasso l'a aimé, que la collection du musée aujourd'hui est liée à un séjour que Picasso a fait en 1946 sur la Côte d'Azur et au cours duquel il a pu utiliser une grande salle du deuxième étage de ce château Grimaldi pour en faire un atelier, donc pour travailler pendant 2 mois. 2 mois à l'issue desquels il a laissé l'ensemble de sa production sur place et puis cet ensemble d'œuvres, des peintures, des dessins, et a été montré très rapidement par le fondateur du musée, qui à l'époque évidemment ne s'appelait pas encore Picasso, mais qui a montré cet ensemble de peintures au milieu des salles qui présentaient jusqu'alors plutôt les vestiges archéologiques et médiévaux d'Antibes, qui vous savez est une ville dont le nom vient du grec, Antipolis, la ville devant la mer, et Picasso a été évidemment très heureux de cette initiative, parce que Picasso était fasciné par tout ce qui était antique et mythologique, et donc se retrouver ces peintures au milieu de vestiges grecs et romains, c'était quelque chose qui l'a passionné. Et donc, moi, aujourd'hui, je passe dans le temps de manière assez rapide, et je vais donc vous parler grosso modo des 4 dernières années de sa production. Vous savez qu'il est né en 1881 et qu'il est mort en 1973. Dans 2 ans, nous fêterons donc le 50e de sa disparition, et il y aura aussi, à l'initiative du musée Picasso Paris, un jubilé qui sera organisé et qui rassemblera toute une série de manifestations entre la fin 2022 et le début 2024 pour rappeler cet anniversaire et ce moment important donc de revoir Picasso 50 ans après, donc avec tout ce que ça implique par rapport à de nouvelles générations. Et donc le titre que j'ai choisi en fait est pour cette présentation, et qui sera aussi d'ailleurs le titre de l'exposition que je consacrerai à ce même sujet en 2023, c'est un petit clin d'œil par rapport à une citation de Winston Churchill, qui, quand l'Angleterre est rentrée en guerre, donc, a dit cette phrase assez célèbre, It's the beginning of the end, donc c'est le commencement de la fin. Et voilà, j'ai donc titré cette intervention par l'exact opposé, parce qu'il me semble qu'effectivement, et j'espère que vous le verrez à l'issue de cette communication, eh bien, ces dernières années sont à la fois une sorte de récapitulation et une sorte d'ouverture absolue vers d'autres champs de la peinture, champs avec l'orthographe que vous souhaitez, et c'est donc ce petit retournement qui me paraissait intéressant de faire. Je vais commencer par une citation de Michel Leiris, qui, vous savez, à la fois cet auteur magnifique et ce familier au sens propre de Picasso, à propos de cette œuvre, et en particulier à propos de cette œuvre tardive. C'est une citation qui vient de ce très beau texte qui s'appelle « Un génie sans piédestal ». Donc il parle de Picasso. « L'art, sans autre raison que sa propre chanson, est conçu moins comme un système de saisie intuitive de ce qu'est au vrai le monde que comme le plus merveilleux des jeux, un jeu attestant que l'homme, animal traître à ses origines, est un transfuge de la nature et ne cesse de mener avec elle une partie de cache-cache. » Donc je vous montre, pour commencer, une photo un portrait de Picasso qui est assez connu. Il a fait la couverture d'un catalogue d'une exposition que Werner Spitz a consacrée aux dernières années de Picasso, et qui est assez, je pense, emblématique de ce qu'on va voir et de ce que je vais vous dire. Donc vous voyez un homme ici âgé donc de 89 ans qui pose dans ce magnifique peignoir jaune
devant un grand tableau donc, qui date de l'année précédente, de 1969, qui est un couple avec, vous voyez, une partie, donc le tableau est coupé, mais vous voyez une partie de la figure de la femme à gauche, et puis vous voyez ce mousquetaire avec ce grand chapeau à plumes et son épée, et donc Picasso qui pose pour Werner Spieß à Mougins, à Notre-Dame de Vie, et qui donc toise toujours le photographe. Picasso avait un rapport à la photographie très ancien et très intense, et en fonction des photographes et de l'objectif qu'il avait devant lui, on avait un Picasso assez différent. Il se trouve que Werner Spieß, qui s'était beaucoup intéressé à partir de 1966 et les expositions qui ont eu lieu donc pour le 75e anniversaire de Picasso à Paris, avait donc commencé à travailler sur la sculpture de Picasso qui était beaucoup moins connue à l'époque. Et donc, c'était devenu un ami de Picasso, et donc on voit bien cette familiarité aussi entre Werner Spieß et Picasso dans cette image. Donc là, nous sommes en 1970, et moi, je vais vous parler finalement de 4 années, 68-72, puisqu'en fait, les dernières peintures, à peu de choses près, de Picasso datent de 1972. Il est mort le 8 avril 1973, et il était relativement affaibli dans les derniers moments pour pouvoir peindre. Et en fait, ce retour très important à la peinture de ces années démarre, si on peut dire, avec un événement qui est un événement biographique, mais qui va beaucoup avoir de conséquences sur la vie et l'œuvre de Picasso. C'est qu'en 1965, à la fin de l'année, il va devoir subir une intervention chirurgicale. Il souffrait depuis des années de problèmes à l'estomac, donc d'un ulcère. Et cet ulcère avait des complications et des développements qui faisaient craindre l'hypothèse d'un cancer. Et donc, son médecin avait décidé d'une opération. Et donc, il y a une opération qui a été montée en grand secret en novembre 1965. Et Picasso a donc été opéré de cet ulcère à l'hôpital américain à Neuilly, dans le plus grand secret, c'est-à-dire que personne ne devait savoir qui était là. Mais cette opération l'a quand même beaucoup affaibli, et il a eu une convalescence relativement longue, pendant laquelle il a mis un peu entre parenthèses la peinture. Il s'est beaucoup consacré au dessin et en particulier à la gravure. Et puis il s'est remis peu à peu à la peinture, mais de manière tout à fait extraordinaire et pratiquement boulimique. Et pour vous donner donc une idée de cette production tout à fait extraordinaire des dernières années. Donc on décompte dans son œuvre donc 347 gravures entre mars et octobre 1968, 167 peintures entre janvier 1969 et janvier 1970, qui vont faire l'objet d'une exposition dont je vais vous dire un mot juste après. Une première exposition au Palais des Papes à Avignon. 194 dessins entre décembre 1969 et janvier 1971, 156 gravures entre janvier 1970 et mars 1972, et 208 peintures entre septembre 1970 et juin 1972. Donc c'est pratiquement ces fameuses dernières peintures dont je parlais. Pour mémoire aussi, sur les 23 volumes du catalogue raisonné de Zervos, il y en a 13 qui sont consacrés aux 20 dernières années. Alors les 20 dernières années, c'est 1953-1973, et à ce propos, il faut rappeler donc ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire les peintures de ces années-là ont mis du temps à être considérées, et par le public et par la critique, et un des moments clés pour la reconnaissance et la nouvelle perception de cette peinture, c'est une exposition qui a eu lieu en 1988 au Centre Pompidou, qui avait été faite par Marie-Laure Bernadac et David Sylvester. Cette exposition s'appelait Le Dernier Picasso, et ça a été un moment, un jalon très important pour la perception et la reconnaissance de cette œuvre. Donc il y a ce renouveau de la peinture très important à un moment donné. Et je vous montre ici un exemple qui me paraît très parlant, qui est donc un tableau de juillet 1969, donc cette année 69 où il fait 167 peintures entre janvier et décembre. Et c'est un tableau, donc je vais vous la montrer dans un instant, qui va faire l'affiche de la première exposition
que Picasso va avoir au Palais des Papes à Avignon. Il se trouve que en 1969, il reçoit une visite à Notre-Dame-de-Vie à Mougins de Christian Zervos et sa femme Yvonne. Et il va leur montrer donc cette peinture qui n'est pas encore sèche et que pratiquement personne avant eux n'a vue. Et ça va donner l'envie et l'idée à Yvonne Zervos d'organiser une exposition au Palais des Papes, ce qui sera fait donc l'année suivante en 1970. Et ce tableau fera donc l'affiche de cette exposition au Palais des Papes qui a été montrée entre mai et octobre. Et c'est un tableau, une des particularités de ce tableau, c'est que c'est un panneau, ce n'est pas une toile, c'est un panneau de bois. Et il est tout à fait représentatif de ce moment donc, où Picasso va revisiter à la fois son Espagne natale, c'est un peu un moment récapitulatif pour lui, c'est un moment où il revient sur son passé et sur ses origines. Et évidemment, il y a un certain nombre de figures très importantes qui apparaissent, et entre autres la figure des mousquetaires, les mousquetaires qui sont évidemment liés d'une certaine manière à l'Espagne et à Velázquez, mais aussi bien sûr à Rembrandt, qui était le grand maître, enfin un des grands maîtres pour Picasso, le grand peintre presque de tous les temps, avec Velázquez qu'il appelait le peintre des peintres. Et vous voyez donc dans cette galerie de mousquetaires, il y a aussi une autre galerie qui est un peu son pendant ou son miroir, qui est celle des toreros, des matadors. Et là, c'est aussi un lien évidemment avec l'Espagne de Picasso. Et on a parfois des figures un peu hybrides comme celle-ci, où vous avez sans doute un mousquetaire, mais vous avez aussi une sorte de matador avec cette épée qui est l'épée aussi qui donne la mort au taureau. Et vous voyez comment, avec un répertoire aussi de couleurs très intenses et très fortes, un espèce de fa presto, une manière de peindre où la touche est tout à fait marquée, tout à fait mise en évidence. Picasso convoque aussi tout un univers qui est tout à fait évidemment hispanique, et vous voyez qu'il y a presque comme une sorte de formulation hybride aussi entre le personnage humain et quelque chose qui pourrait être de l'ordre du taureau, parce que finalement le haut du chapeau de ce personnage est comme aussi un dos sombre de taureau qui viendrait vers lui et donc qui viendrait vers sa mort à ce moment-là. Donc ce moment de récapitulatif de Picasso donne lieu aussi à une sorte de revisite de thèmes de la peinture qu'il a connu et qu'il a aimé. Et vous avez ici un autre exemple avec cet homme assis à l'épée et à la fleur. Alors ça, c'est un peu un autre type de souvenir, mais c'est toujours lié à Velázquez. Et il va faire donc l'été 1969 4 portraits, autoportraits comme on veut, de petits hommes assis comme ça, souvent les jambes écartées, et qui sont évidemment des références aux nains et aux bouffons de Velázquez. Vous vous souvenez peut-être en particulier de ce tableau qui s'appelle Sébastien de Mora, qui est un tableau de 1645 et qui est aujourd'hui exposé au musée du Prado. Et là, vous voyez aussi le contre-pied que prend un petit peu Picasso par rapport à cet univers viril et militaire finalement du mousquetaire, avec ce personnage qui certes a une épée, mais tient aussi entre ses mains une fleur, donc quelque chose d'évidemment beaucoup plus poétique, on pourrait presque dire féminin, et puis qui a son front ceint de cette couronne de fleurs, finalement, comme un héros de l'Antiquité. Donc là aussi, c'est une manière pour Picasso de mélanger toute une série de références picturales avec, vous le voyez quand même, ce répertoire chromatique et ce choix de couleurs tout à fait extraordinaire. C'est cette manière de jouer sur les oppositions de couleurs qui font, je pense, de ce Picasso des dernières années un immense coloriste. Et on fait souvent en France une sorte de parallèle ou de comparaison entre Picasso, qui serait finalement le grand réinventeur des formes, et Matisse, qui serait le grand peintre de la couleur.
mais je pense qu'en fait, dans ces dernières années, Picasso n'a rien envié à Matisse sur le plan du traitement de la couleur, et qu'il a vraiment une sorte d'énergie absolument magnifique dans la manière dont il peint. Une espèce aussi, vous le voyez, d'exagération qui est tout à fait extraordinaire. Je vous donne juste quelques citations de Picasso qui datent de ces années-là, pour que vous compreniez un peu dans quel état d'esprit il est quand il fait ce genre de tableau. Par exemple, moins il y a d'art et plus il y a de la peinture. Ou alors, il faut savoir être vulgaire, peindre avec des gros mots. Ou encore, évidemment de manière ironique et provocatrice, chaque jour je fais pire. En fait, évidemment, pour dire l'inverse. Encore une citation. « J'en suis arrivé au moment où le mouvement de ma pensée m'intéresse plus que ma pensée elle-même. » C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la critique ou par rapport à tout ce qu'on va pouvoir dire de ces tableaux, il veut effectivement que le fait de la peinture en train de se faire, c'est-à-dire le processus qui fait qu'on passe d'une image ou d'une pensée à une œuvre, eh bien ce processus soit visible dans ce qu'il peint. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette présence très affirmée de la touche dans les tableaux de ces dernières années. Encore une citation, « Faire une œuvre, c'est l'achever, la tuer, lui enlever son âme, lui donner la puntilla comme au taureau. » Et une dernière, « Si je cherche la vérité dans ma toile, je peux faire 100 toiles avec cette vérité. En continuant, j'ouvrirai des fenêtres, je passerai derrière la toile et peut-être quelque chose se produira. » Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai appelé cette communication la fin du début, c'est parce que vraiment pour moi, dans ces années, eh bien, Picasso passe derrière la toile et que le quelque chose se produira, il se produit dans sa peinture, mais va se produire aussi après par l'influence que cette peinture du dernier Picasso pourra avoir sur une nouvelle génération. Un autre tableau qui est intéressant peut-être pour vous à comparer avec un tableau que vous avez peut-être vu au musée Rodin, si vous avez fait le pendant de l'exposition Picasso-Rodin au musée Picasso, au musée Rodin, qui est un baiser très extraordinaire de 1969. L'été 1969, enfin plutôt l'automne, puisque c'est entre octobre et décembre, il va faire 16 peintures, Picasso, sur ce thème du baiser ou de l'étreinte. Et je vous montre celui-ci. Alors c'est amusant parce que celui-ci est donc daté du 24 octobre 1969 et celui que vous pouvez voir au musée Rodin en ce moment, qui est dans la collection du Musée national Picasso Paris, est daté du 26 octobre 1969. Et vous savez sans doute que Picasso est né un 25 octobre. Donc la veille de son 88e anniversaire et le lendemain de son 88e anniversaire, il fait deux baisers très différents. Le lendemain, il est au musée Rodin, c'est pour moi un baiser relativement sage, et la veille, il fait cette œuvre absolument fascinante et je trouve extraordinaire, qui faisait d'ailleurs la couverture, un détail de ce tableau faisait la couverture de l'exposition à Pompidou en 88, le dernier Picasso. Et c'est un tableau qui était dans une collection particulière pendant des années et qui a été montré de cette collection particulière à Pompidou en 88 et qui est aujourd'hui dans la collection Namad. Et c'est un tableau extraordinaire à plus d'un titre. Alors ce thème du baiser, vous savez que c'est quelque chose de très ancien dans l'œuvre de Picasso. Et là, je vous renvoie aussi au musée Rodin où vous pourrez voir dans la salle avec le tableau du 26 octobre, vous verrez un crayon, une œuvre, un graphite sur papier qui date de 1901, et puis un pastel à côté qui date de 1903, où vous avez cette figure des deux amants dont les têtes finalement se rejoignent en une seule, avec cette espèce de fusion des têtes. Et c'est quelque chose que Picasso a pu voir et a certainement vu chez un peintre que vous connaissez qui s'appelle Edvard Munch, qui est d'ailleurs aussi au musée Rodin, mais par hasard, parce qu'il a fait un tableau du penseur, pardon.
Et donc Munch a fait, à la fin du XIXe siècle, ces créations de couples enlacés dont les deux têtes se fusionnent. Et donc ça a eu un grand succès public aussi, il y a eu énormément de gravures. Donc c'est une figuration de cette union des êtres et des âmes qui a été très, très diffusée, très connue. Et évidemment, Picasso connaissait l'œuvre de Munch. Alors ce baiser, vous le voyez, il est tout à fait extraordinaire parce que il y a à nouveau cette réunion, cette fusion des êtres sur ces deux têtes, et puis cette manière d'avoir presque cette stylisation là aussi des formes avec les bouches, les nez, les oreilles qui se rejoignent. On ne sait plus exactement très bien où on est, cette espèce de signe qu'on a dit en forme de 8, en forme d'infini, que vous voyez sur ces espèces de méandres finalement d'organes. Et puis ce chromatisme très simple avec le couple finalement qui est traité presque en grisaille, et puis ce fond d'ocre et de jaune, et puis cette espèce de forme un peu spectrale qui est derrière eux et qui fait pour moi de ce baiser un baiser très extraordinaire, et qui est comme un œil aussi, vous le voyez bien, comme un œil qui regarderait ce couple et qui finalement serait une sorte de voyeur de cette scène. Et simplement, on peut se rappeler à cet endroit qu'en Andalousie, donc la culture d'origine de Picasso, l'œil s'apparente finalement à un organe sexuel, et finalement dans une culture qui était une culture ancienne où il y a une sorte de ségrégation sexuelle qui interdisait même de se voir, et bien finalement les yeux devenaient une sorte de zone érogène par excellence. Et donc là je pense que cette réapparition de cet œil voyeur dans ce tableau est tout à fait emblématique de cette culture andalouse de Picasso. Et puis je vous montre comme une sorte de développement du tableau précédent, cette étreinte qui est un tableau donc plus tardif de 1970. Et dans ce tableau, donc, qui appartient à la collection du musée national Picasso Paris, vous voyez cette forme d'extension finalement, puisque là, on n'a plus un gros plan sur les têtes, mais on a le couple entier, et là, on a vraiment une fusion du couple, puisqu'au-delà des deux visages qui aussi se réunissent, vous voyez que les corps finalement ne sont plus vraiment distincts. On a deux visages, mais on aurait sans doute deux jambes seulement. On aurait vraisemblablement une poitrine féminine, c'est certain, et puis deux bras. Mais vous voyez qu'il y a aussi un bras, celui qui est à la gauche du tableau, qui s'apparente aussi évidemment à une forme phallique. Et donc c'est vraiment là une sorte de formulation hybride du couple que propose Picasso, et quelque chose évidemment de très aussi presque cannibalisant, avec cette forme de préhension de ce qui pourrait être l'homme derrière la femme, et cette manière finalement d'en prendre possession par la totalité de ses organes. Donc c'est très emblématique aussi de cette peinture de la fin, avec cette manière de peindre presque, vous voyez, négligée, ou quelque chose qui choque ou qui peut surprendre. Et ça a d'ailleurs énormément surpris. Ça faisait partie des tableaux qui ont été montrés donc à la deuxième exposition au Palais des Papes en 1973, et ça a été assez mal perçu par la critique, même y compris par des amis proches de Picasso comme Douglas Cooper, qui a trouvé que cette peinture était juste inutile. Mais je vous cite un autre critique anglo-saxon, qui est Robert Hughes, qui, dans le Time Magazine du 18 juin 1973, à propos de l'exposition du Palais des Papes, écrira « 2 ans de silence auraient mieux conclu cette vie singulière que ces calamiteux barbouillages ». Donc sur ce tableau, vous voyez de quoi voulait parler Robert Hughes, mais évidemment c'est quelque chose qui peut être tout à fait relativisé. Alors je regarde l'heure car le temps passe vite, donc on va continuer avec ce tableau. Je vous montre ce tableau parce que là, on continue à avancer dans le temps. Nous étions en 1970 avec l'étreinte. On passe au 26 août 1971. C'est un grand tableau, vous en rendez pas compte, mais vous avez les dimensions. Il fait pratiquement 2 mètres de haut. Donc ça veut dire que là aussi, c'est assez phénoménal de voir
qu'un homme de 90 ans va aller vers de grands formats, des formats plus grands que ceux qu'il avait éventuellement pu réaliser au préalable, qui étaient des tableaux, on va dire, de chevalet, mais un tableau de 2 mètres ne tient pas sur un chevalet. Donc ce sont vraiment des tableaux dans lesquels il veut aussi chercher, par le format de la toile, une extension de la forme et une possibilité aussi de donner à la couleur une plus grande extension, une plus grande expansion. Et donc là, vous retrouvez cette sorte de portrait. Alors vous savez que les femmes, dans la dernière période, de Picasso, on dit que ce sont toujours Jacqueline, puisque Jacqueline est la dernière compagne de sa vie, donc qu'il rencontre en 1952, avec laquelle il va se marier en 1961, et qui va être, si vous voulez, la Vestale de Notre-Dame de Vie, qui va faire en sorte que Picasso, les dernières années de sa vie, puisse vraiment se concentrer sur son œuvre. Donc finalement, en faisant de Notre-Dame de Vie une sorte presque de sanctuaire, en limitant au maximum les visites, en limitant au maximum les distractions, pour que Picasso ait la concentration et la possibilité donc de se livrer totalement à ses derniers tableaux. Donc portrait de Jacqueline ou pas, vous voyez ce portrait de femme très extraordinaire qui là aussi est fait dans une grande urgence, dans une grande liberté, avec très peu de peinture finalement, avec ces réminiscences aussi, toujours espagnoles, avec ce grand chapeau. Vous voyez qu'aussi c'est un moment où Picasso laisse très souvent la surface de la toile en réserve, c'est-à-dire que toutes les parties qui vous paraissent blanches ne sont pas peintes, c'est la toile préparée. Donc là aussi il y a une sorte de rapidité, ce sont autant des peintures que des dessins. En fait, Picasso dessine en peignant dans ces années-là. Et vous voyez que ce tableau a une force tout à fait extraordinaire. Et ça fait partie des tableaux, vous verrez la dernière diapositive, je vous montre dans un instant, vous verrez l'accrochage, une photo de l'accrochage à Avignon en 1973, dans lequel ce tableau figurait en majesté. Et ça fait partie aussi des tableaux qui ont beaucoup intéressé une génération d'artistes comme celle de Basquiat ou de Schnabel. Et c'est amusant de noter que ce tableau a été pendant des années la propriété de Julian Schnabel, qu'il avait dans son studio à New York en majesté, donc il l'avait installé. Et c'était évident aussi que pour Schnabel, posséder ce Picasso était une forme de, peut-être non pas d'adoubement de sa peinture, mais une forme de donner à sa peinture une référence ou un parrainage finalement qui pour lui était tout à fait évident. Un dernier tableau, et on avance encore dans le temps. Donc là, on est maintenant en 1972, le 12 février 1972, donc pratiquement un an avant la mort de Picasso. Et c'est un tableau très extraordinaire qui fait partie de la collection aussi du musée Picasso Paris, qui fait partie donc de ce qu'on appelle qui a fait partie de ce qu'on appelle la Dation Jacqueline. Vous savez que la collection du musée à Paris a été faite après la mort de Picasso, avec la succession de la famille complète de l'artiste. Et il y a une deuxième dation qui a été faite, parce que dans la famille complète, évidemment, Jacqueline, sa deuxième épouse légitime, occupait une place tout à fait prépondérante. Et donc à la mort de Jacqueline, sa fille, Catherine Hutin, a fait une dation qu'on a appelée donc la Dation Jacqueline. Et dans cette dation sont rentrés un certain nombre de tableaux, y compris des dernières années, mais pas seulement. Et le musée Picasso Paris, à l'époque, a proposé à un certain nombre de musées en France, en province, d'avoir des dépôts. Et nous avons la chance, à Antibes, d'avoir pu avoir en dépôt depuis 1991, donc, un certain nombre d'œuvres qui sont plus ou moins en rapport avec les années, on va dire, Côte d'Azur de Picasso, c'est-à-dire avant l'installation à Cannes en 1955, à la Californie, et puis à Mougins en 61. On pourrait dire les années Antibes, Juan-les-Pins, Valoris. Et dans cette dation, on a aussi ce tableau qui a été déposé et qui évidemment n'a rien à voir avec cette période, mais qui est très extraordinaire aussi pour le musée d'Antibes, parce que comme c'est une collection qui n'est absolument pas exhaustive, en fait on a essentiellement des œuvres de 1946-47, eh bien ce tableau propose au public du musée une sorte de plongée comme ça dans le temps. Et il y a aussi, vous voyez, dans ces formes
dans ces formes. Sur le chapeau, il y a aussi des réminiscences peut-être, mais en tout cas, ça nous a paru, enfin à l'époque du dépôt, ça a paru assez clair, de cet univers maritime que Picasso avait adoré à Antibes, et en particulier de l'univers des oursins. Vous voyez cette forme un petit peu hérissée et épineuse. Et c'est aussi un tableau formidablement intéressant parce que ça fait partie de ces tableaux de l'extrême fin de Picasso qui sont en fait des autoportraits, même s'ils ne sont pas intitulés autoportraits, et même si ces personnages sont barbus et que Picasso n'a pas porté de barbe, mais ce n'est pas le problème. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez ce chapeau qui a vraiment l'air d'un chapeau de paille, est aussi une référence à Van Gogh. Et Van Gogh, on le cite moins souvent par rapport au maître de Picasso. On cite toujours Rembrandt, on cite toujours Velázquez, on cite toujours évidemment Delacroix, tout ça pour les séries, les Ménines pour Velázquez, les Femmes d'Alger pour Delacroix, on cite Manet pour Le Déjeuner sur l'herbe, on cite évidemment Rembrandt, je l'ai cité tout à l'heure, mais Van Gogh était un personnage et un peintre très très important pour Picasso, on le dit moins, et ce tableau, à mon avis, le met tout à fait en évidence. Alors je vous montre une dernière diapositive, parce qu'il faut que j'interrompe le flux de mes propos. Et cette image donc, vous montre l'exposition de 1973 au Palais des Papes. Et vous voyez comment cette femme au chapeau était mise comme une sorte de clé de voûte. Alors évidemment, c'est un accrochage tout à fait extraordinaire dans un lieu tout à fait extraordinaire. Vous voyez que les tableaux étaient montrés dans leur châssis, il n'y avait avec leur châssis aucun cadre, cette accumulation en plusieurs étages. Donc en fait, ça avait tout de ce qu'on appellerait aujourd'hui une installation. Et évidemment, le public de l'époque a été formidablement impressionné par cette installation et par cet ensemble de peintures très extraordinaires qui était montré à cette occasion. Je termine avec ces derniers mots. Picasso, qui ne doutait pas, doutait dans sa peinture. Il voulait tenir en image l'échec conventionnel et dans cette quête d'une peinture à l'écart de l'apparaître et donc aussi à l'écart de la peinture, rendre sensible le passage du vu au reconnu. André Dubouché écrit dans un poème « Il s'agit simplement que notre soleil intérieur corresponde exactement au soleil ». C'est à cela que l'artiste, devenu l'unique sujet de sa peinture, travailla toute sa vie, à cette alliance fraternelle des deux divinités, Dionysos parlant la langue d'Apollon, mais Apollon, pour finir, la langue de Dionysos. À l'heure où l'homme habituellement se heurte à l'inexplicable, à l'incalculable, Picasso, tel un funambule, marchait sur le monde librement et voulait que la couleur respire, car les couleurs sont les poumons de la peinture, et c'est aussi pourquoi, pour qui sait les voir, ces tableaux sont toujours accrochés à la hauteur du cœur. Je vous remercie.